Le PDG de Honda vient de confirmer la nouvelle que les motards murmuraient depuis des années. 6 motos Honda, dont certaines des machines les plus fiables pour les longs trajets jamais construites, disparaissent définitivement. Pas de pause, pas de refonte, pas d'attente d'un retour. Des plateformes abandonnées. Nous avons consulté les documents relatifs aux arrêts de production, les rapports de l'EPA et les avis des concessionnaires, et tout concorde parfaitement avec l'annonce d'aujourd'hui. Si vous avez grandi avec les V4, les Flat Six ou les anciennes routières Honda, capables d'avaler 160 000 km sans sourciller, la nouvelle risque d'être amère. Regardez jusqu'au bout, car la dernière moto de cette liste révèle la véritable stratégie derrière la décision de Honda. Et pourquoi de nombreux motards de longue date se sentent trahis. Numéro 6. Honda CTX 1300. Il fut un temps où le monde des cruisers semblait divisé entre deux types de motards. Certains privilégiaient l'assurance des chromes et une silhouette basse et allongée. D'autres recherchaient une fiabilité à toute épreuve, capable d'avaler plus de 160 000 km sans broncher. La CTX 1300 était la tentative de Honda de concilier ces deux univers. Et elle y est parvenue grâce à un moteur au pedigree exceptionnel. C'était une machine conçue pour les motards qui appréciaient le confort et le couple, tout en souhaitant le caractère d'un véritable moteur de grand voyage. Discrète, elle affichait une fiabilité mécanique sans faille, que les motards expérimentés savaient immédiatement apprécier. Le design privilégiait des lignes modernes et une robustesse discrète. Honda a avancé la position de conduite, abaissé le centre de gravité et conçu la moto autour d'un V4 souple, déjà reconnu et respecté dans le milieu du tourisme. Pour beaucoup, elle apparaissait comme une routière pour motards aguerris, ayant parcouru des kilomètres et n'ayant plus besoin de faire leurs preuves. Elle était faite pour la route, pas pour les concessions. Un point essentiel pour les motards, en quête d'une machine stable à basse vitesse et rassurante lors des longs trajets. Pourtant, la CTX 1300 est arrivée à une époque où le marché des cruisers était en pleine mutation. Nombre de motards, en quête de silhouettes classiques, n'ont pas été séduits par ces lignes futuristes. D'autres estimaient que Honda avait créé une machine trop raffinée pour une catégorie axée sur la robustesse et la présence. Ce n'était pas un manque de qualité qui a nui à son succès, mais plutôt un décalage entre la vision de Honda quant aux attentes du marché et les véritables demandes des motards. Ceux qui lui ont donné sa chance ont découvert une machine stable et confortable, dotée de la souplesse et de la puissance que seul un V4 bien réglé peut offrir. La position de conduite était l'un de ses atouts, majeurs. Elle permettait aux pilotes de s'installer confortablement sans ressentir de fatigue prématurée. L'aérodynamisme était meilleur qu'il n'y paraissait, et la moto, d'une stabilité rassurante, surprenait tous ceux qui s'attendaient à une sensation de lourdeur à l'avant. Sur les longs trajets autoroutiers, elle absorbait les vibrations qui auraient épuisé les pilotes d'autres machines. Honda l'avait manifestement conçue dans un souci de durabilité, et ceux qui l'ont utilisée lors de longs voyages pouvaient ressentir cette qualité de fabrication à chaque kilomètre. Malgré ses atouts, la CTX 1300 n'a jamais rencontré le succès escompté. Les concessionnaires peinaient à la positionner, et les motards qui auraient pu apprécier son confort étaient souvent rebutés par son style. Ceux qui privilégiaient une allure affirmée estimaient qu'elle manquait de la présence sur la route attendue d'un gros cruiser. Les ventes sont restées modestes, et sans identité propre, le modèle a rapidement disparu des radars. Lorsque Honda a cessé sa production, la décision a été prise discrètement, sans édition spéciale ni hommage particulier. L'entreprise est simplement passée à autre chose, laissant derrière elle une machine qui aurait pu s'épanouir avec le temps. Sa conception était fiable et son comportement routier rassurant. Mais une moto a besoin de plus que de qualité pour perdurer. Il lui faut une raison d'être, une clarté et un design compréhensible par les motards. La CTX 1300 n'a jamais réuni ces éléments. Sous sa carrosserie se cache un V4 de 1261 cm3 refroidi par liquide, développant environ 83 chevaux et un couple d'environ 107 Nm. La moto est équipée d'un double disque de frein à l'avant et d'un disque à l'arrière avec ABS, d'une fourche avant classique associée à un mono-amortisseur à l'arrière, d'un poids en ordre de marche d'environ 337 kg, d'une hauteur de selle d'environ 74 cm, d'une transmission par arbre, d'un réservoir d'environ 19 litres et était initialement proposé à environ 15 999 $. La moto suivante de cette liste illustre la rencontre entre tradition et rigueur technique et un marché en mutation. Numéro 5. Honda CB 1100. Certaines motos inspirent le respect dès les premiers ronronnements, et la CB 1100 appartenait à ce cercle restreint.
Elle affichait la confiance tranquille d'une machine conçue pour des motards qui privilégiaient la robustesse et la fiabilité au marketing et aux effets de manche. La CB 1100 ne suivait pas les tendances et ne prétendait pas être autre chose. Elle s'inscrivait plutôt dans la longue tradition des roadsters pratiques et fiables qui ont jadis incarné l'essence même du motocyclisme aux États-Unis. Les motards ayant grandi avec des 4 cylindres refroidis par air savaient exactement ce que Honda cherchait à préserver. Ils savaient aussi combien ce type de machine était devenu rare sur un marché obsédé par l'intégration d'écrans, de modes de conduite et d'électronique à tous les niveaux. La CB 1100 séduisait les motards qui avaient passé des décennies à bricoler dans leur garage, à nettoyer les carburateurs, à changer les bougies et à faire confiance aux moteurs refroidis par air pour les emmener à travers le pays sans encombre. Le caractère de cette moto résidait dans sa discrétion. Elle ne s'imposait pas. Elle s'exprimait par une accélération douce, une puissance délivrée de façon régulière et le ronronnement mécanique sourd d'un moteur conçu pour durer. Les motards plus âgés connaissaient bien ce genre de sonorité. Elle leur rappelait des motos fiables et robustes, qui ne demandaient guère plus que de l'huile et un peu d'attention. La CB 1100 portait cet héritage avec fierté. Pourtant, le monde qui l'entourait évoluait. Avec le durcissement des normes anti-pollution et la transition des usines vers le refroidissement liquide et la gestion électronique, les moteurs refroidis par air se retrouvèrent dos au mur. La CB 1100 arriva à un moment où la nostalgie n'était pas assez forte pour contrer les pressions réglementaires. Elle connut quelques années de succès discret, admirée par les motards nostalgiques des motos de leur enfance. Mais elle peina à séduire les jeunes et ne devint jamais le modèle à succès que Honda espérait. Les qualités appréciées des motards de la vieille école, simplicité, sensation mécanique, ergonomie classique, étaient précisément celles que les jeunes motards négligeaient. Malgré tout, la CB 1100 dégageait une présence authentique et robuste. Son allure musclée, sans ostentation, était conçue pour la route plutôt que pour les concessions. Les motards appréciaient sa stabilité, le confort de sa selle et sa prévisibilité à toutes les vitesses. Sur les routes de campagne, elle récompensait la douceur de la conduite. Sur autoroute, elle offrait un rythme régulier qui rappelait à beaucoup les longues journées en selle. Elle incarnait une époque où les motos étaient faites pour rouler, pas pour être exposées. Lorsque Honda a arrêté sa production, cela a signifié bien plus que la disparition d'un modèle. Cela a marqué le déclin du 4 cylindres refroidi par air, qui avait rythmé la conduite quotidienne pendant des décennies. Ces moteurs avaient longtemps servi les motards qui avaient besoin d'une machine fiable, toujours prête à démarrer et à mener à bien son voyage. Avec sa disparition, l'un des derniers véritables roadsters de Honda s'est évanoui discrètement, laissant un vide que rien n'a jamais comblé. Ce modèle classique est propulsé par un moteur 4 cylindres en ligne de 1150 cm3, refroidi par air, développant environ 98 chevaux, et un couple d'environ 81 Nm. Il est équipé de 2 freins à disque à l'avant et d'un frein à disque à l'arrière, avec ABS, d'une fourche avant conventionnelle et de 2 amortisseurs. À l'arrière, pèse environ 245 kg en ordre de marche. Offre une hauteur de selle d'environ 94 cm. Est doté d'une transmission par chaîne, contient environ 16 litres de carburant et coûtait à l'origine environ 9 999 $. La moto suivante de cette liste illustre ce qui se produit lorsqu'une moto de tourisme éprouvée répond à des attentes et à une pression croissante. Si vous appréciez les analyses franches des motos qui ont marqué l'histoire du motocyclisme, prenez un instant pour liker la vidéo et vous abonner pour plus d'analyses. Partagez vos impressions ci-dessous et contribuez à maintenir ces échanges entre motards qui privilégient encore l'honnêteté sur la route. Numéro 4. Honda VFR 1200F. Certaines motos sont conçues avec une vocation si évidente que les motards l'aperçoivent dès le premier coup de démarreur. La VFR 1200F appartenait à ce groupe restreint. Elle portait sur ses épaules le poids de l'héritage Sport Touring de Honda, s'imposant sur un segment autrefois dominé par des machines capables de traverser des états sans le moindre scrupule. Les motards, privilégiant la stabilité sur longue distance et la finesse mécanique, trouvaient dans la VFR 1200F une partenaire fiable, une moto conçue pour ceux qui savaient que le vrai tourisme exige à la fois confort et endurance. Elle n'était pas faite pour les concessions ou les parades du week-end. Elle était faite pour les kilomètres, les intempéries et le doux rythme de la route. Le cœur de la VFR 1200F résidait dans son V4. Les motards familiers, avec la longue tradition des moteurs V4 Honda, savaient précisément pourquoi cette configuration était si importante. Elle offrait un équilibre parfait entre couple à bas régime et puissance à haut régime, pour une conduite sereine en croisière et des dépassements en toute confiance.
Nombreux étaient ceux qui appréciaient la puissance délivrée avec douceur et régularité. Ce moteur offrait une poussée constante, rassurante lors des longs trajets sur autoroute ou sur les routes de campagne sinueuses. La VFR 1200F ne cherchait jamais à se faire remarquer. Elle gagnait le respect par sa fiabilité et ses performances constantes. Son ergonomie a été pensée pour un confort optimal au quotidien. Honda a doté la moto d'une position de conduite légèrement inclinée vers l'avant, offrant un contrôle parfait tout en garantissant un confort durable, même après de longues heures de route. Les motards ayant testé la VFR 1200F ont souvent souligné sa capacité à rendre les routes difficiles plus accessibles et les longs trajets moins éprouvants. Son aérodynamisme était excellent, son carénage bien conçu et sa tenue de route précise, même chargée de bagages, en faisaient une machine très appréciée. Ces qualités ont séduit les motards, recherchant une machine aussi performante au premier jour qu'après 1000 jours. Pourtant, le marché a commencé à évoluer. Les motards, adeptes du tourisme, qui privilégiaient autrefois la pureté mécanique et des performances prévisibles, se tournaient vers des plateformes plus récentes bardées d'électronique, d'écrans, de modes et de logiciels. La VFR 1200F était issue d'une conception qui privilégiait la robustesse à la complexité numérique. De ce fait, elle séduisait les motards expérimentés. Mais il devenait de plus en plus difficile pour les constructeurs de la justifier sur un marché dominé par les critères technologiques. L'industrie a changé de cap, et des machines comme la VFR 1200F se sont retrouvées prises entre deux feux. Honda était confronté à la hausse des coûts, au durcissement des normes d'émission et à une pression croissante pour moderniser sa gamme de motos de tourisme. La VFR 1200F, avec son puissant V4 et son châssis plus lourd, ne correspondait plus à cette nouvelle orientation. Ce n'était ni une trail légère, ni une routière bardée d'équipements. C'était une sportive touring conçue pour les motards, privilégiant l'endurance et la fiabilité. Sa disparition a été immédiatement ressentie par les adeptes des longs trajets. Elle a marqué la fin d'une philosophie fondée sur la robustesse et la stabilité, plutôt que sur des mises à jour rapides. La VFR 1200F a rappelé aux motards que les plateformes fiables duraient autrefois des décennies, et son absence témoigne de l'évolution profonde du segment. Son cœur est un V4 de 1237 cm3, refroidi par liquide, développant près de 170 chevaux et un couple avoisinant les 129 Nm. La moto est équipée d'un double disque de frein avant et d'un disque arrière avec ABS, d'une fourche avant inversée et d'une suspension arrière mono-amortisseur. Son poids en ordre de marche est d'environ 270 kg. Sa hauteur de selle est d'environ 81,5 cm. Elle possède une transmission par arbre, un réservoir d'environ 17,5 litres et a été lancée à un prix de départ d'environ 15 999 $. La moto suivante de cette liste illustre comment une plateforme de tourisme d'aventure fiable peut disparaître lorsque les priorités changent au sein d'une industrie en constante évolution. Numéro 3. Honda VFR 1200X Cross Tourer. Les motards au long cours reconnaissent une machine fiable dès les premiers kilomètres. La Cross Tourer inspirait confiance grâce à un couple constant, une tenue de route irréprochable et une position de conduite naturelle, même lors de longues journées de 12 heures. Ce n'était pas une machine bruyante ni ostentatoire. C'était une moto conçue pour les motards qui privilégiaient l'endurance aux tendances et la fiabilité mécanique aux gadgets électroniques. La Cross Tourer était équipée du même moteur V4, qui avait fait ses preuves pendant des décennies en conditions réelles, lui conférant un caractère que beaucoup de motos trail modernes peinent à égaler. La Cross Tourer séduisait les motards en quête d'une moto capable d'affronter tous les terrains, sans pour autant prétendre être une moto tout-terrain. Conçue pour la route, elle offrait une ergonomie typée trail, une position de conduite surélevée et un cadre robuste, même en charge. Avec ses sacoches et le réservoir plein, la Cross Tourer était parée pour les longs trajets ou les balades tranquilles à la campagne. Les motards appréciaient sa stabilité face aux vents latéraux, sa puissance délivrée avec souplesse et son comportement prévisible sur chaussées irrégulières. Sa robustesse, une solidité rassurante pour les motards expérimentés, était immédiatement perceptible. Sa transmission par arbre la distinguait des autres. Nombre de motos de tourisme modernes utilisent des chaînes, mais la Cross Tourer était équipée d'un système qui éliminait les réglages constants et offrait aux motards un souci d'entretien en moins lors des longs trajets. Pour ceux qui passaient des années à retendre leur chaîne au bord de la route, le système de la Cross Tourer représentait un retour bienvenu à une conception plus pragmatique. C'était une machine conçue pour ceux qui privilégiaient le plaisir de rouler plutôt que les contraintes de l'entretien. Cette praticité rendait la Cross Tourer attrayante pour les motards qui parcourent encore de nombreux kilomètres à moto.
Mais la Cross Tourer est arrivée à un moment où l'industrie amorçait un virage vers des cadres légers, un style agressif et une électronique omniprésente. Les motos d'aventure étaient soudainement commercialisées comme des solutions tout-terrain plutôt que comme des machines pour les longs trajets. La Cross Tourer n'a pas suivi cette tendance. Elle est restée fidèle à ses origines de routière, offrant une conduite stable et confortable plutôt que des performances tout-terrain exceptionnelles. Certains motards ont apprécié cette authenticité, d'autres se sont tournés vers d'autres modèles, poussés par le marketing vers des cylindrées plus petites et des suspensions plus hautes. Son poids était un handicap en concession. Nombre de motards s'étaient habitués à des trails plus légers et plus maniables, notamment pour les manœuvres de stationnement. La Cross Tourer exigeait force et patience, surtout à basse vitesse. Ceux qui en comprenaient la vocation appréciaient ce gabarit. Il assurait stabilité et confiance sur autoroute, mais les nouveaux motards négligeaient souvent les avantages de ce poids. Face à un marché évoluant vers des trails au style agressif et aux ventes rapides, la Cross Tourer peina à se maintenir. Honda a fini par l'abandonner discrètement, sans annonce ni hommage. Le modèle a tout simplement disparu des nouvelles gammes, au gré des évolutions réglementaires et des priorités de l'entreprise. Les motards qui appréciaient le V4 ont immédiatement ressenti sa disparition, car la Cross Tourer était l'une des dernières grosses routières à posséder un véritable caractère mécanique. Son absence témoigne de la rapidité avec laquelle le marché s'éloigne des besoins des motards au long cours. Les machines conçues pour la robustesse, le confort et les voyages au long cours se font rares, les constructeurs privilégiant les jeunes acheteurs et les fonctionnalités numériques. Pourtant, la Cross Tourer reste dans les mémoires pour sa puissance sereine, son couple généreux et son esprit de routière fiable. Les performances de cette moto de tourisme d'aventure sont assurées par un V4 de 1237 cm3 refroidi par liquide, développant environ 127 chevaux, et un couple d'environ 127 Nm. Le freinage est confié à 2 disques à l'avant et un disque à l'arrière avec ABS, tandis que la suspension se compose d'une fourche inversée à l'avant et d'un mono-amortisseur à l'arrière. La version à boîte manuelle affiche un poids en ordre de marche d'environ 275 kg, une hauteur de selle d'environ 85 centimes au centimètre, une transmission par arbre, un réservoir d'environ 21,6 litres et un prix d'origine d'environ 15 899 $. La moto suivante de cette liste illustre ce qui se produit lorsqu'une plateforme de tourisme éprouvée atteint le terme d'une légende. Pour des analyses plus claires et centrées sur le motard, sans discours marketing, abonnez-vous avant de continuer. Chaque nouvelle vidéo explore en profondeur les raisons des choix actuels en matière de moto, pour les motards qui privilégient la puissance, l'histoire et la fiabilité sur long trajet. Numéro 2. Honda ST 1300. Parmi les motos de tourisme longue distance, certaines jouissent d'une telle réputation que les motards continuent d'en parler des années après l'arrêt de leur production. La ST 1300 faisait partie de ce groupe. C'était une machine conçue pour les motards qui privilégiait la constance, la stabilité et une fiabilité à toute épreuve, transformant ainsi un long voyage en une routine plutôt qu'en une aventure périlleuse. La ST 1300 a gagné son respect à la force du poignet. Elle ne misait ni sur un style spectaculaire ni sur un marketing agressif. Elle offrait simplement des performances constantes, kilomètre après kilomètre, sans rien demander en retour. Et c'est précisément pourquoi tant de motards lui ont fait confiance. La force de la ST 1300 résidait dans sa philosophie de conception. Elle fut construite à une époque où les ingénieurs privilégiaient la robustesse aux gadgets. Chaque élément de la moto semblait surdimensionné et conçu pour les longs trajets. La position de conduite, naturelle et équilibrée, assurait un confort optimal au pilote lors des longues journées qui laissent des souvenirs impérissables. Le carénage offrait une protection efficace contre le vent sans être encombrant, et la carrosserie résistait parfaitement aux conditions les plus difficiles. C'était une moto de tourisme robuste, fiable et capable de ramener son pilote à bon port, quelles que soient les conditions météorologiques. Les motards appréciaient la stabilité de la moto à vitesse d'autoroute. La ST 1300 tenait parfaitement sa trajectoire et offrait une confiance que même les motos de tourisme plus légères peinent parfois à égaler. Son caractère serein et rassurant, sa présence naturelle, permettait aux motards de se sentir pleinement connectés à la route. Les adeptes des longs trajets évoquaient souvent la façon dont la ST 1300 les encourageait à persévérer, même lorsque la fatigue commençait à se faire sentir. Ce niveau de confiance est rare et explique en partie la fidélité de sa clientèle. L'un des atouts majeurs de la ST 1300 résidait dans sa capacité à maintenir des performances constantes au fil des années. Nombreux étaient les motards qui repoussaient les limites du kilométrage, soumettant la moto à la pluie, à la chaleur, aux routes de campagne et aux longs trajets autoroutiers sans que le moteur ne montre le moindre signe de faiblesse.
Un entretien régulier assurait un fonctionnement optimal. Et les propriétaires soulignaient souvent son comportement, quasi identique à celui d'origine, même après des milliers de kilomètres. Cette fiabilité a fait de la ST1300 la moto de prédilection des motards, qui privilégiait avant tout la praticité et la longévité. Même les machines les plus fiables peuvent se déconnecter des tendances. Alors que l'industrie s'orientait vers l'électronique, les modes de conduite et la personnalisation numérique, la ST1300 est restée fidèle à sa conception mécanique éprouvée. Dépourvue d'écrans réglables et de systèmes de conduite complexes, elle misait sur une ingénierie éprouvée. Un atout pour les motards en quête de simplicité. Mais les nouveaux acheteurs privilégiaient souvent les motos de tourisme riches en équipements. La pression réglementaire a accentué ce phénomène, le marché du tourisme évoluant vers des moteurs plus performants et des normes d'émission plus strictes. Le moteur vieillissant de la ST1300 ne répondait plus aux exigences actuelles, contraignant Honda à l'abandonner sans véritable successeur. Sa disparition a déçu les motards qui comptaient sur elle pour les longs trajets. Pourtant, son influence demeure forte auprès des passionnés de voyage au long cours, qui apprécient les motos conçues pour l'endurance, la stabilité et la fonctionnalité, plutôt que pour suivre les modes. Ses capacités de tourisme sont assurées par un V4 de 1000 G261 cm3, refroidi par liquide, développant environ 117 chevaux, et un couple d'environ 117 Nm. La ST est équipée de freins à disque à l'avant, double disque, et à l'arrière, simple disque, avec ABS, d'une fourche avant classique et d'un mono-amortisseur à l'arrière. Son poids en ordre de marche avoisine les 332 kg, sa hauteur de selle est réglable de 79,7 à 81,2 cm environ. Elle possède une transmission par arbre, un réservoir de 28,4 litres environ, et son prix d'origine était d'environ 15 499 $. La moto suivante de cette liste clôt ce classement en démontrant comment une approche audacieuse de la puissance et du caractère peut marquer les esprits, même après l'arrêt de sa production. Numéro 1. Honda Goldwing F 6C. Certaines motos affichent une assurance tranquille, mais leur présence est si marquante que les motards s'en souviennent longtemps après la fin de leur production. La Valkyrie appartenait à cette catégorie rare. Elle n'était pas conçue pour se fondre dans la masse ou pour apporter de légères améliorations au modèle précédent. Elle fut créée pour démontrer le potentiel d'une marque qui s'engageait à construire un cruiser puissant avec une véritable âme de routière. La Valkyrie puisait sa force dans le flat six des motos de grand tourisme et l'intégrait dans un cadre épuré, affichant l'attitude d'un cruiser imposant. Les motards qui l'essayèrent comprirent immédiatement que cette machine était différente. La Valkyrie séduisait les motards qui appréciaient une conception robuste et des sensations mécaniques authentiques. Ses performances étaient irréprochables, sans la moindre incertitude. Chaque accélération délivrait un couple généreux et rassurant. Chaque kilomètre offrait une poussée constante, évoquant davantage une turbine qu'un moteur traditionnel. Son moteur 6 cylindres à plat assurait une excellente stabilité sur les longs trajets et un comportement serein à haute vitesse. Les motards lassés des cruisers aux vibrations importantes retrouvaient le confort de l'équilibre imperturbable de la Valkyrie. Sa silhouette basse et allongée lui conférait l'allure d'une machine conçue pour les motards, privilégiant la puissance brute à l'apparence. Point de fioriture ni d'artifice superflu. Performance, stabilité et robustesse d'une routière. Dépourvue de carénage imposant, elle offrait une excellente connexion à la route, tout en procurant au pilote la douceur du flat six, gage de confiance lors des longs trajets. Nombreux furent les motards au long cours à souligner sa légèreté une fois en mouvement. Sa maniabilité surprit également ceux qui s'attendaient à une moto pataude. Son centre de gravité bas permettait une prise d'angle assurée et un contrôle précis. Sa stabilité était le fruit d'une ingénierie rigoureuse, à une époque où la fiabilité reposait sur la mécanique, et non sur le numérique. Malgré ses atouts, la Valkyrie a dû relever des défis sur le marché moderne. Nombreux étaient les motards adeptes des cruisers qui privilégiaient les sensations familières d'un bicylindre en V, tandis que les adeptes du tourisme se tournaient souvent vers des modèles carénés, offrant davantage d'espace de rangement et une meilleure protection contre le vent. La Valkyrie, à mi-chemin entre deux catégories, s'adressait à un motard en quête du meilleur des deux mondes. Elle possédait l'âme d'une grande routière, tout en affichant la silhouette d'un cruiser. Cette identité hybride séduisait les motards qui appréciaient son originalité, mais déconcertait les acheteurs, indécis quant à la catégorie à adopter. L'évolution du marché vers des motos plus petites et plus efficientes a mis la Valkyrie, avec son gros moteur et son gabarit imposant, en difficulté face à une réglementation de plus en plus stricte.
Si ces fidèles motards appréciaient toujours son couple et son confort, les ventes globales ont décliné, entraînant une disparition discrète et laissant planer le doute quant à un éventuel retour d'un tel cruiser. Aujourd'hui encore, la Valkyrie conserve une place de choix auprès des motards qui privilégient l'authenticité mécanique aux tendances. Elle a prouvé que style cruiser et capacité de tourisme pouvaient coexister sans compromis. Son héritage perdure grâce au souvenir de la douceur de son Flat Six, de sa stabilité sur les longs trajets et de sa fiabilité à toute épreuve, que beaucoup considèrent comme inégalée à ce jour. La puissance du Flat Six provient d'un moteur de 1525 cm3, refroidi par liquide, développant environ 100 chevaux et un couple d'environ 138 Nm3. Son système de freinage se compose de 2 disques à l'avant et d'un disque à l'arrière avec ABS, tandis que la suspension comprend une fourche avant classique et un mono-amortisseur à l'arrière. La moto pèse entre 324 et 332 kg environ, offre une hauteur de selle d'environ 73,5 cm3, est équipée d'une transmission par arbre, contient environ 20 litres de carburant et était initialement vendu aux alentours de 17 999 $. Son héritage repose sur la robustesse, la fiabilité et une mécanique irréprochable. Voilà toute l'histoire des 6 machines que Honda vient de confirmer ne jamais remettre en circulation. Que vous en ayez possédé une, que vous l'ayez pilotée ou que vous ayez simplement respecté ce qu'elle représentait pour les motards au long cours, leur disparition est plus douloureuse que Honda ne veut bien l'admettre. Maintenant, c'est à votre tour. À laquelle de ces motos faisiez-vous confiance sur la route? Laquelle Honda aurait-elle dû conserver? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage compte. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses approfondies des motos qui ont façonné cette culture.